Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Encore une fois, merci de suivre votre émission Objection. Alors, la problématique de la fiscalité au Sénégal, quelle est la place de la DGID, de la Direction Générale des Impôts et Domaines, dans l'économie nationale, entre autres questions certainement abordées au cours de cette émission avec notre invité. Il s'appelle Amadou Abdoulaye Badiane. Monsieur Badiane, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Baye Omar Gueye. Permettez-moi tout d'abord, à travers ma modeste personne, d'exprimer toute la gratitude de la DGID, d'abord à la radio Sud FM, et particulièrement à l'émission Objection que je suis en tout cas régulièrement, pour lui avoir offert à travers cette tribune la possibilité de s'exprimer et de s'adresser aux Sénégalais et aux usagers de manière générale, qui sont notre raison d'être. Oui, votre raison d'être. Alors parlons de la DGID, la Direction Générale des Impôts et Domaines. La DGID dans la politique économique d'un pays comme le Sénégal, c'est quoi exactement? Alors, la DGID est une structure du ministère de l'économie et des finances, qui dépend de ce ministère et qui a deux grandes missions. D'abord, la première mission, c'est une mission de mobilisation des ressources. Vous savez qu'aujourd'hui, l'enjeu de développement économique tourne autour de cette mobilisation des ressources pour financer notamment les biens publics, les services publics. Et c'est cette mission qui est la principale mission de la DGID qui pourvoit aux 2/3 des recettes fiscales. Donc, la seconde mission qui est importante, c'est une mission de conception des politiques publiques. La DGID conseille le gouvernement dans la définition des politiques publiques appropriées. Et une des missions qui est mise en œuvre à travers cette promotion, en tout cas de la croissance, c'est de faire en sorte qu'on ait un environnement des affaires les plus efficaces pour permettre un bon investissement, pour permettre la croissance. Pour permettre un bon investissement, la croissance. Mais alors, impôts et domaines. Pouvez-vous nous expliquer le lien entre ces deux concepts, toujours en liaison bien sûr avec l'économie nationale? Alors, impôts et domaines, c'est vrai que historiquement, il y a eu des moments où les deux concepts n'étaient pas liés. Il y a eu dans les années, disons 79, au moment où la DGID ne comprenait pas les domaines. Mais c'est par souci de cohérence. Il y a un lien de connexité important entre l'assiette foncière et l'assiette fiscale. Des problèmes d'identification, d'évaluation, les bases d'imposition souvent sont assises sur ce qu'on appelle une assiette foncière. Donc c'est la raison pour laquelle ces deux concepts-là sont intimement liés. Donc c'est par souci de cohérence que cette direction porte le nom de Direction Générale des Impôts et Domaines. Parce que, étant donné le lien qui existe entre le foncier, qui est un enjeu fondamental pour la mobilisation des ressources, et la fiscalité. Et la fiscalité d'ailleurs, nous en parlons, une notion sujette pratiquement à des malentendus entre l'État et les acteurs économiques. Alors, quelle explication et le pourquoi surtout? Alors, malentendu, on va dire, c'est vrai que la relation entre la fiscalité et les usagers n'a pas toujours été une relation apaisée. Historiquement, je vous rappelle que les deux grandes révolutions, notamment la révolution française de 1789 et la révolution américaine, sont des révolutions à la limite qui ont eu comme fondement la fiscalité. Donc c'est le refus de payer des impôts, notamment si je prends l'exemple des Américains, qui a été la base un peu disons aujourd'hui des États-Unis d'Amérique. Alors, mais depuis pratiquement quelques décennies, tous les États se sont accordés sur un fait. C'est qu'aujourd'hui, une mobilisation optimale des ressources passe par l'acceptation de l'impôt. Et la DGID a suivi ce mouvement depuis en tout cas une dizaine d'années. Tout ce que nous faisons au niveau de la DGID est orienté vers l'usager. L'usager est placé au cœur de nos préoccupations. C'est la raison pour laquelle la méthodologie qui a été en tout cas mise en œuvre dans ce sens, c'est la concertation. Concertation dans même l'élaboration de la norme pour qu'elle soit mise acceptée. Donc le civisme fiscal, l'acceptation volontaire de l'impôt étant au cœur aujourd'hui de la problématique, nous travaillons, nous nous employons tous les jours à arriver
à la satisfaction de ce concept. Oui, vous suivez votre émission Objection avec comme invité Amadou Abdoulaye Badiane. Il est le directeur de la législation des études et du contentieux à la DGID, à la Direction générale des impôts et domaines. Il a également en charge la modernisation de l'administration fiscale. Alors, Monsieur Badiane, sur la définition de la fiscalité, une fiscalité certainement qui doit déboucher sur l'usager en termes d'acceptation. Vous l'avez expliqué, mais les acteurs économiques, ça également, c'est le constat, se plaignent souvent de la fiscalité qu'ils jugent lourde et pourtant vous avez mis en vigueur un nouveau code des impôts. Est-ce que finalement vous avez pu résoudre le problème du civisme fiscal? C'est vrai que c'est une action constante. Le civisme fiscal, c'est un mouvement. Aujourd'hui, les grands pays qui ont réussi sur ce plan-là, je prends l'exemple des pays occidentaux où le taux de civisme tourne autour de 97-98%, ont réussi, grâce à ce que j'ai dit tout à l'heure, la concertation et l'acceptation volontaire du paiement de l'impôt. Alors, le nouveau code, en tout cas qui a été voté, a été largement dominé par cet esprit de concertation. Alors, à titre d'illustration, je rappelle qu'il y a eu plus d'une centaine de réunions entre la DGID et les acteurs dans le cadre de l'élaboration de ce code. Donc, tout tourne aujourd'hui autour de l'usager, qui est au cœur de la norme, qui doit participer à l'élaboration de cette norme-là. Et pour en faire aujourd'hui une norme acceptée et répondre en tout cas aux objectifs que nous sommes fixés. Oui, mais dans le civisme fiscal, je veux parler de la réglementation en vigueur, la modernisation des procédures fiscales, les enjeux autour de l'administration fiscale, entre autres, et justement l'impact sur le développement national. Comment vous expliquez tout ça? Parce que quand même, la collecte des recettes débouche sur un impact. La finalité, c'est la modernisation et le financement donc des infrastructures. Très bien, voilà, bonne question. Je pense que vous me permettrez là d'insister sur une question importante. C'est aujourd'hui le civisme fiscal. Alors, aujourd'hui, je pense que il est accepté, il est unanimement accepté de dire que la nécessité de l'impôt, on n'en discute pas. C'est pour financer le développement, c'est pour financer les biens publics, c'est pour financer l'éducation, je donne l'exemple de l'éducation, c'est pour financer la santé, etc. Alors, si autour de cette question il y a un consensus, maintenant dans le cadre de la mise en œuvre, forcément il se peut qu'il y ait un tout petit peu des différences d'appréciation. Mais ce qui est constant, c'est qu'aujourd'hui l'administration s'emploie autant dans son organisation que dans ses procédures à tout faire pour que l'usager accepte le paiement, qui est quand même un acte civique. Le paiement de l'impôt, il est important. Il constitue avec le droit de vote l'acte civique par excellence. C'est l'acte un peu fondateur de notre citoyenneté. Et l'administration aujourd'hui, dans ses modes d'organisation et ses procédures, s'emploie aujourd'hui à les moderniser pour mieux répondre aux attentes des usagers dans le cadre de l'accomplissement de leur devoir fiscal. Parce que tout cela est lié aujourd'hui au développement que nous voulons, à la société que nous voudrons construire et autour de laquelle, un concept autour desquels, je pense qu'une unanimité doit se faire. Alors, monsieur le directeur de la direction de la législation des études et du contentieux à la DGID, justement en charge du contentieux, les Sénégalais se plaignent. Vous en recevez. De quelle nature sont-ils et comment vous les gérez? Alors, permettez-moi, Bayoumar, de dire que nous avons un système fiscal aujourd'hui qui a comme inspiration un peu notre modèle démocratique. Le contentieux, je pense qu'il ne faut pas le voir de manière négative, il faut le voir de manière très positive. Alors, dans le système, il a été organisé tout un ensemble de droits de ce qu'on appelle des contribuables qui, dès lors que l'administration, disons, se trompe ou applique, disons, mal la législation, le contribuable a le droit de recourir à tous les moyens qui lui sont offerts pour, en tout cas, satisfaire à sa réclamation. C'est normal, c'est naturel. Le contentieux, il faut qu'il en ait. Vous en recevez beaucoup? On en reçoit beaucoup quand même. On en reçoit, il faut le dire, on en reçoit
souvent, mais je crois que le plus important... Est-ce qu'on peut avoir une idée quand même des contentieux que vous avez en termes de pourcentage? Alors, en termes de pourcentage, c'est vrai que c'est difficile de répondre à cette question parce qu'il y a des petits contentieux qui en tout cas, qui nous occupent beaucoup. C'est des contentieux, je vois, de problèmes d'adressage, de problèmes d'identification du contribuable. Ce sont des petits contentieux, mais le plus important, à mon avis, c'est la manière de les régler. Et cette manière de les régler, nous nous sommes organisés aujourd'hui, aussi bien dans le cadre de la loi fiscale que dans le cadre de nos procédures, je veux dire administratives, à traiter mieux le contentieux. Je peux donner un exemple très simple. Nous nous sommes fixés dans le cadre de notre modernisation des délais de réduction, de traitement du contentieux. Nous prenons par exemple l'exemple le plus important, c'est la restitution de TVA, qui est quand même un élément important pour les entreprises. Alors, aujourd'hui, notre ambition, c'est d'arriver à 30 jours pour les entreprises dites citoyennes et à 60 jours pour les autres entreprises. Or, vous savez que sur ce point-là, la trésorerie est importante pour l'entreprise. L'État lui doit de l'argent, il faut qu'on traite les dossiers à temps et pour permettre aujourd'hui une viabilité de cette entreprise. Alors, pour les autres aspects, je pense notamment au contrôle fiscal, parce que nous faisons également le contrôle fiscal, le système étant déclaratif. Le contribuable, disons l'usager, déclare ce qu'il a envie de déclarer. Et en contrepartie, nous avons l'obligation, en tout cas le devoir, d'aller voir est-ce que ce qu'il a déclaré est conforme à la réalité. Alors, dans ce cadre-là, il arrive souvent qu'on ait des contentieux. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ces contentieux sont à la limite normaux. Ils se font dans le cadre d'une procédure qui respecte tous les droits des parties. Et ce sont ces contentieux-là qui sont normaux, qui constituent l'essentiel, disons, du contentieux. Ça rentre dans le cadre de la normalité. On vous demande, on vous dit, je pense que vous avez dû entendre certainement de certains contentieux qui nous ont opposés, notamment à la presse. Je prends l'exemple de quelques organes pour lesquels je crois que là, il y a eu pas mal de débats sur cela. Alors, dans ce cadre-là, quand l'administration rectifie votre déclaration, et vous avez le droit, vous avez vraiment le droit de montrer, en tout cas, de faire en sorte qu'on examine toutes vos prétentions dans le cadre d'une procédure qui, déjà, au niveau de l'administration, pourrait certainement être dénouée, mais même s'il n'est pas dénoué, vous pouvez également saisir le juge, etc., etc. Donc, ce sont ce type de contentieux qui, à la limite, comme je vous l'ai dit, sont normaux dans le cadre d'une procédure contradictoire, parce que la procédure, elle est contradictoire, qui font que ça peut sembler un contentieux énorme, mais c'est un contentieux qui est gérable et pour lequel aujourd'hui l'administration s'est donné les moyens de satisfaire le maximum possible. Oui, une question entre guillemets. Souvent, est-ce que vous n'êtes pas le bras droit de l'État en termes de satisfaction d'un besoin politique? Alors là, je vais être très 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 ferme. Permettez-moi de le dire. L'administration a une mission régalienne, c'est de collecter les impôts qui sont dus dans le cadre de la loi. Dans l'exercice, est-ce que vous ne pouvez pas être utilisé par l'État pour aller régler un problème politique? Non. Je pense qu'il faut revoir la chose d'une autre manière. Quand quelqu'un doit un impôt, il doit le payer. L'impôt est une dette. C'est une dette vis-à-vis de la collectivité qui vous offre des services publics, qui vous offre des routes, des infrastructures, qui vous offre de la sécurité, qui vous offre de l'éducation, de la santé. Vous devez une dette si vous avez un revenu. Quelqu'un qui ne paye pas un impôt, et qui a un revenu qui ne paye pas un impôt, est en marge de la loi. Celui-là, oui, je vais revenir sur ma question, mais est-ce que ce n'est pas une épée de Damoclès suspendue sur la tête et que dès que le gars dérange, on peut le brandir cette épée pour aller véritablement l'asphyxier? Il n'a pas à se mettre en marge de la loi. Vous savez qu'il y a un principe qui est important. Nous sommes tous égaux devant les charges publiques. Et l'administration s'emploie à mettre en œuvre ce principe d'équité devant la charge publique. Est-ce que vous pensez, Baye Omar, que moi je paye mes impôts, que vous ne les payez pas, qu'il n'est pas normal que l'administration aille vous réclamer vos impôts? C'est ça le rôle. Le système est déclaratif. Vous savez, le système sénégalais, je ne vais pas dire que c'est un des systèmes, je crois que par le monde, c'est le système le plus en vigueur. C'est qu'on donne la plénitude de la responsabilité au contribuable, à l'usager, de venir dire ce qu'il gagne. L'administration a le droit de vérifier ce qu'il gagne, est-ce que c'est conforme à la réalité. Vous voyez les choses. Donc, vous devez le faire. Comme vous consommez des biens publics, vous devez à l'État, vous devez au gouvernement, vous devez à la nation une dette.
Si vous ne payez pas cette dette, vous êtes forcément... Et la procédure est la même pour quiconque. Quiconque. Elle est encadrée mais dans le cadre d'un corpus juridique qui respecte tous les droits de la défense. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand l'administration n'est pas d'accord avec vous, vous n'êtes pas d'accord avec l'administration, vous pouvez aller plus loin, saisir le juge. Donc cette histoire d'utilisation politique de l'instrument fiscal, moi je n'y crois pas. En tout cas, nous sommes des républicains au niveau de la DGID, ça je puis le confirmer pour avoir assumé en tout cas plusieurs responsabilités au niveau de cette institution. Nous ne sommes pas aujourd'hui des bras armés de quiconque qui construit. Pour preuve, je vous fais signaler que nous avons même un syndicat que vous entendez souvent. Oui. Donc pour vous dire que sur ce plan-là, il y a vraiment une veille républicaine. Nous sommes des républicains. Nous sommes des républicains. Nous ne pouvons pas accepter. Et nous n'avons même pas Et le syndicat veille sur quand même les intérêts des citoyens, des contribuables, pas seulement sur intramuros, je veux dire, les intérêts des travailleurs de la DGID. Au-delà du syndicat, je pense que notre posture aujourd'hui républicaine ne peut pas aujourd'hui nous entraîner à des comportements qui sont en marche de cette posture. Là, je puis vous assurer qu'il ne peut jamais y avoir de manipulation ou de dévoiement, d'instrumentalisation de la fiscalité. C'est pas possible. Si on est en conformité avec la fiscalité, avec les normes fiscales, on ne peut pas faire autre chose. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous l'avez dit. Et voilà, une année après l'application du nouveau code des impôts, donc après le déroulement, après une année, quel est le feedback que vous en avez et vers quelle direction comptez-vous aller? Alors, le feedback, on va dire globalement, je vais y revenir un peu plus dans les détails. Globalement, c'est un feedback positif, je veux dire. Positif, on va parler un peu de la mesure la plus en tout cas la plus visible, c'était la baisse des salaires. La baisse en tout cas de la fiscalité sur les salaires, qui aujourd'hui, on peut le dire, c'est une hausse des salaires. Donc, je me rappelle que la dernière fois, le ministre même l'a dit aux assises du patronat, que l'État a offert à l'entreprise, mais de manière déguisée, une hausse des salaires et a permis d'apaiser le climat social. Et ça, la conséquence, c'était cela. C'est important. Alors, sur le plan également de l'habitat, il y a beaucoup de mesures qui ont été mises en œuvre, notamment la réduction des droits d'enregistrement à 1% pour l'habitat social. Alors, il y a une panoplie de mesures. Alors, la seule mesure qui a semblé un tout petit peu poser problème, c'est le taux de l'IS, qui a été augmenté à 30%. Mais je pense qu'une réforme, il faut la voir de manière globale. De manière globale, parce que pendant longtemps, si vous vous rappelez bien, la fiscalité, disons, il y avait un poids énorme du point de vue notamment des individus, des salariés par exemple. Et c'est cet équilibre qui est aujourd'hui qui a été revu dans le sens d'une meilleure répartition de la charge fiscale au niveau des citoyens. Et ça, c'est important. Donc, de manière globale, je reste convaincu que même s'il y a quelques problèmes qui subsistent, la réforme est une bonne réforme. Et même pour ces petits problèmes, il y a une orientation qui a été donnée par notre autorité, le ministre de l'économie et des finances notamment, et le ministre délégué auprès du budget, chargé du budget, ministre délégué chargé du budget, c'est que même ces problèmes, il faut les régler dans le cadre de la concertation, d'en arriver à beaucoup d'ajustements. Et depuis une année, en tout cas de l'année 2013 a permis, sur pas mal de points, d'aller vers des consensus. Je prends l'exemple des commerçants qui s'étaient un peu soulevés sur la compte BIC. Je parle des cosmétiques. Je fais cas également de ces entreprises de cosmétiques. Aujourd'hui, nous sommes arrivés, à travers la concertation, à une relation plus apaisée, marquée par la confiance, marquée aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, que le contribuable usager au centre de nos préoccupations, marquée aujourd'hui par un consensus pour mieux appliquer la norme et la faire accepter par tous. Et la faire accepter par tous. Alors, nous parlons de modernisation de l'administration fiscale et une des innovations majeures demeure la déclaration en ligne. De quoi s'agit-il? Alors, de quoi s'agit-il? Vous savez que dans le cadre de l'accomplissement des obligations fiscales, le système, comme je l'ai dit tout à l'heure, étant déclaratif, le contribuable doit se déplacer et déposer sa déclaration. Alors, dans le cadre de cet exercice, on s'est rendu compte que c'était difficile. Donc, c'est ce qui voulait même payer l'impôt, avait des difficultés pour payer l'impôt. Je vais donner juste un petit exemple, une petite anecdote. Alors, pour pouvoir payer son impôt, vous êtes obligé d'aller à la direction générale, en tout cas un service fiscal, aller récupérer votre déclaration, revenir chez vous, la remplir,
aller faire la queue pour payer. Et peut-être même des difficultés pour même obtenir votre quittance. Alors, ce temps qu'on perd, c'est de l'économie, c'est un coût énorme pour l'entreprise. C'est un coût pour aller enrichir l'État. Pour aller enrichir, excusez-moi, l'État, mais bien que non, s'enrichir, je préfère plutôt Bayomar. Je vois l'État de l'autre côté, quoi, en face de moi. Alors, ces sources d'inefficience qu'on a voulu corriger aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'on a proposé dans le cadre de la modernisation de nos modes de déclaration, c'est dire aux contribuables, on doit vous faciliter le paiement de l'impôt. L'impôt ne doit pas être une contrainte. Le pays également est une contrainte. C'est pas possible. Donc, on risque de perdre beaucoup de personnes qui, de bonne foi, devraient venir payer. Parce que, compte tenu un peu des difficultés qui sont liées à l'accomplissement des obligations. Alors, aujourd'hui, les technologies de l'information nous offrent des opportunités énormes. Alors, nous avons profité de cette technologie de l'information pour aujourd'hui dire aux contribuables, vous n'avez plus besoin de venir. Vous n'avez plus besoin de faire la queue. Vous n'avez plus besoin de faire du papier, d'amener du papier, et nous, ça nous fait un gain énorme en termes de coûts. Vous également, en termes de coûts, vous pouvez de chez vous, grâce à l'outil Internet, attaquer notre système et procéder à votre déclaration sans vous déplacer. Et même le paiement, vous pouvez le faire sans vous déplacer. Et tout cela autour du concept e-tax, mais surtout que maintenant, il faut quand même le remarquer, les Sénégalais, comment tout cela, les Sénégalais dont la plupart sont issus du secteur informel, comment peuvent-ils s'approprier le e-tax? C'est justement pour ces personnes-là que le e-tax, en tout cas aujourd'hui, s'intéresse. Parce que nous n'avons pas aujourd'hui beaucoup de contributeurs, je veux dire, à l'impôt au Sénégal. Ça, il faut le dire, et c'est général à toutes les économies, notamment africaines. Nous avons aujourd'hui une portion congrue qui s'acquitte aujourd'hui des obligations fiscales. Alors, pour la plupart, notamment ceux qui sont dans l'informel, c'est compréhensible. Quelqu'un qui est dans l'informel, pour lequel les procédures sont complexes, celles que j'ai décrites tout à l'heure, qui peuvent paraître complexes, payer son impôt devient un effort. Alors, si vous ne mettez pas en place des mécanismes qui permettent aujourd'hui de s'acquitter de ces impôts sans difficulté, je pense qu'on va gagner beaucoup dans la mobilisation de nos ressources vis-à-vis notamment d'un pan entier de la société qui ne s'acquitte pas des obligations. Alors aujourd'hui, tout le monde a un portable. Je donne l'exemple. Aujourd'hui, si vous regardez des sociétés nationales SDE, Sénélec, vous pouvez payer vos factures par le portable. Ce sont ces outils qu'on va offrir. Aujourd'hui, demain, en 2014, on va cibler aujourd'hui un secteur important, notamment, je prends l'exemple de ces personnes qui sont dans le secteur informel, qui pourront payer grâce à ces outils aujourd'hui, qui sont des outils à la très démocratique. Le portable, Internet sont devenus aujourd'hui des outils très démocratiques. Et à travers aujourd'hui e-tax va permettre, en tout cas, à ces personnes de s'acquitter sans aucun problème de leurs obligations fiscales. Et là, j'en profite pour lancer un appel. Permettez-moi de lancer cet appel à toutes les personnes qui sont un peu en marge un peu de la loi fiscale, de s'approcher, en tout cas de la DGID, de manière générale, en tout cas les. Est-ce que vous les avez quantifiés? On va dire c'est pratiquement plus de la moitié. Ça, je n'ai pas les chiffres parce que c'est difficile à quantifier, parce que nous sommes dans un processus aujourd'hui de maillage du territoire, de faire en sorte que aujourd'hui personne aujourd'hui ne puisse échapper à l'impôt, donc des processus liés à l'identification des personnes, liés à l'appréhension des activités qui sont complexes, parce que l'informel, la difficulté de l'informel, c'est que ça bouge. Pour l'essentiel, ils sont issus du secteur informel. Ça bouge. Donc aujourd'hui, vous pouvez aujourd'hui identifier quelqu'un à Sandaga, demain il est à Grand Dakar, après-demain il est à... Mais l'État doit les organiser, les fixer. Le doyen Alimbaye en a parlé dans son ouvrage. Il faut organiser ce secteur parce que c'est beaucoup, ça finalement suscite un intérêt, un gain pour l'État. Un gain énorme. Et aujourd'hui, dans notre processus d'organisation, nous nous sommes organisés aujourd'hui à avoir aujourd'hui une organisation qui, elle, met de côté, sécurise les recettes en mettant en place ce qu'on appelle la segmentation, sécurise les recettes avec le centre des grandes entreprises, le centre des moyennes entreprises, pour ceux qui sont vraiment dans le formel, et de leur offrir des services qui sont adaptés à la situation. Alors, pour les autres, nous sommes organisés à avoir aujourd'hui une direction de services aux contribuables, des directions régionales qui vont être mises en place bientôt, qui vont s'occuper à mailler toutes les autres personnes qui sont à la marche. Mais le souci, c'est quoi? C'est que Bayomar, on va y aller non pas par la contrainte, mais par la sensibilisation, la communication, l'éducation.
beaucoup de personnes qu'on rencontre, en tout cas moi que j'ai eu à rencontrer, me disent que je ne refuse pas de payer. Parce qu'ils ignorent. J'ignore, je ne connais pas, ou nous n'avons pas des services d'accueil qui permettent aujourd'hui de pouvoir attirer cette personne. Oui, mais à ceux-là qui n'arrivent pas à comprendre, et pourtant ils ont un intérêt à contribuer. Et justement, quels sont les intérêts pour cette catégorie-là? Parce qu'un contribuable véritablement en phase avec l'impôt devient un citoyen, mais quand même qui peut être protégé par l'État, ou même en cas de demande peut être favorisé. Mais vous savez, il est avéré aujourd'hui... Comme cela se passe ailleurs. Un État pour lequel les citoyens contribuent, c'est un État qui aujourd'hui satisfait aux besoins des populations. Aujourd'hui, je pense que l'aspiration au bien-être, c'est une aspiration légitime. Alors, quiconque a une aspiration au bien-être social doit forcément contribuer aux ressources et permettre à l'État de pouvoir intervenir dans ce domaine-là. Donc je pense que ça c'est quelque chose qui est aujourd'hui reconnu au niveau de l'administration, de nos administrations fiscales. Nous sommes convaincus que c'est peut-être nos modes de fonctionnement qui posent problème. Nos modes de fonctionnement, mais qu'en face, parce que là aussi peut intervenir la sociologie fiscale. Comment trouver des mécanismes qui permettent aux citoyens de comprendre et d'adhérer? La communication, je pense qu'aujourd'hui, vous nous permettrez aujourd'hui, à travers en tout cas votre tribune, de nous adresser aux Sénégalais. Je pense que cette communication nous a beaucoup manqué. Et cette année, vous verrez qu'on va dérouler un bon plan de communication qui va permettre, comme je l'ai dit tout à l'heure, de faire adhérer le maximum de personnes, vraiment, au pacte citoyen, ce qui est quand même l'impôt est un acte civique. La finalité, c'est ça. C'est un pacte citoyen. Nous avons une aspiration de bien-être. C'est à nous, c'est pas de l'extérieur qu'on pourra se développer. C'est nos ressources internes qui pourront nous faire développer. Et aujourd'hui, chacun doit participer à cet effort de développement. Oui, chacun doit participer à cet effort de développement pendant que vous avez subi une baisse des recettes fiscales. Alors, M. Badiane, comment allez-vous vous rattraper, surtout cette année où l'État envisage de lancer beaucoup de projets, surtout quand on sait que le financement du développement, pour l'essentiel, passe par la mobilisation de recettes? Vous avez parfaitement raison, Omar. Je pense que c'est le ministre de l'économie et des finances qui l'a dit ces derniers temps à l'Assemblée que les pertes étaient estimées à environ à 80 milliards. Effectivement, l'État a beaucoup donné. Il a beaucoup donné, mais je pense que l'État investit. En donnant beaucoup, c'est pour encore mieux gagner. Alors, aujourd'hui, nous allons certainement renverser cette tendance par l'organisation, par la communication, par la sensibilisation. Je crois que vous l'avez dit tout à l'heure, un pan important de nos compatriotes ne s'acquittent pas certainement de leurs impôts. Nous allons aller vers ces contribuables, par exemple, pour les amener à s'acquitter de leurs devoirs, qui est, comme je l'ai dit, encore un devoir citoyen, un acte fondateur de la citoyenneté. Alors, cette organisation, cette modernisation que nous mettons en œuvre à travers notamment la télédéclaration, en allant vers le contribuable, en se rapprochant du contribuable, va certainement nous permettre d'atteindre nos objectifs de recettes. Parce que c'est simple, en matière d'économie, on n'inventera pas la roue. Vous investissez, mais vous avez le revenu après. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Ce que vous êtes en train de faire, mais nous sommes dans l'espace UEMOA également. De ce point de vue, comment la CEDEAO, du moins la concurrence fiscale, vous vivez cette concurrence dans l'espace, une concurrence qui est vive. Alors qu'est-ce qui fait la différence par rapport aux autres et en quoi le Sénégal, avec son nouveau code, peut-il tenir face aux géants? Je vous parlais surtout de la Côte d'Ivoire et du Nigeria, entre autres bien sûr. Il y a le Ghana. C'est une bonne question. C'est vrai que nous sommes dans un espace concurrentiel, mais à côté il y a des instruments importants qui sont des instruments d'intégration. Je pense notamment à l'UEMOA et à la CEDEAO, qui aujourd'hui ont pour ambition d'harmoniser le marché sous-régional. Alors donc il faut relativiser cette notion de compétition. Je prends l'exemple en matière de taxes indirectes. Du point de vue de l'UEMOA, nous avons aujourd'hui un régime harmonisé. Donc nous avons à peu près le même taux de TVA, donc qui tourne autour de 18% aussi bien qu'en Côte d'Ivoire ou que dans les autres pays. À part le Niger qui est à 19%, l'essentiel de ces États-là tourne autour de 18%. Nous avons la même liste d'exonération. Donc sur ce point-là, je crois que les deux organisations évitent ce qu'on appelle, ce que au niveau de l'Europe ou des autres organisations communautaires appellent la concurrence dommageable. C'est de l'intérêt de personne. La concurrence dommageable. Alors, de ce point de vue, nous n'avons pas de crainte.
La crainte, c'est quoi? C'est d'offrir un environnement attractif, Bayomar. Environnement attractif, c'est au-delà de l'aspect fiscal. C'est faire en sorte que les atouts que nous avons au Sénégal, je prends l'exemple, un atout important, c'est notre position géographique. Mais c'est notre stabilité. Cette stabilité-là, elle n'a pas de prix. Aujourd'hui, l'investisseur, ce n'est pas l'aspect fiscal qui est déterminant, qui est le plus prégnant dans la décision d'investir. C'est plutôt les autres aspects. Je pense que au niveau en tout cas des études, on a montré que peut-être le facteur fiscal arrive en 6e position. Or, nous avons la chance au Sénégal d'avoir des atouts. Ces atouts, si nous les mettons en œuvre, en tout cas nous maximisons, nous optimisons ces atouts-là, nous ne pouvons pas aujourd'hui souffrir d'une quelconque concurrence. Nous avons des atouts. Et ces atouts-là sont importants. Sur le plan fiscal, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de crainte, il ne peut pas y avoir de concurrence parce que nous sommes dans un cadre communautaire, en tout cas aussi bien au niveau de la CEDEAO qu'au niveau de l'UEMOA. Il y a ce qu'on appelle ces politiques d'harmonisation qui font que dans l'espace, il ne peut pas y avoir de distorsion de ce point de vue-là. Là, franchement, comme je l'ai dit, on va mettre l'accent plutôt par le cadre. Vous avez parlé de e-tax, de télédéclaration. Vous savez, tout cela participe aujourd'hui, je prends l'exemple, il y a un indicateur important, c'est le doing business. Oui, j'allais y revenir parce que quand même, de ce point de vue, le doing business avec l'impôt sur les bénéfices, ça paraît trop lourd pour les investisseurs. Qu'est-ce que vous avez prévu en termes d'aménagement pour inverser la tendance? Alors, bonne question. Je rappelle juste 2 chiffres. Le classement du Sénégal, 178e sur les 189. C'est pas fameux, on est d'accord. Mais on va y revenir certainement un peu plus loin. Il y a beaucoup d'aspects qui n'ont pas été pris en compte. Vous savez que le doing business, l'évaluation s'arrête en juin. Notamment l'évaluation 2014, elle est arrêtée en juin. Et pendant le second semestre de l'année, il y a eu beaucoup de mesures que le Sénégal a mis en œuvre, malheureusement qui n'ont pas été prises en compte. C'est sûr qu'avec le nouveau classement, vous verrez que la position du Sénégal va s'améliorer. Mais je pense qu'il y a une volonté qui est importante, c'est de faire partie des top 10, ce qu'on appelle les meilleurs réformateurs. Et c'est cette volonté aujourd'hui qui est mise en œuvre. Et du point de vue des impôts, mettre l'accent sur quoi? Alors, du point de vue des impôts, le classement est encore pire. Nous sommes à la limite 192e sur les 189. Donc, ouais. Alors, mais qu'est-ce qui fait ça? Alors, c'est aussi simple, c'est la lourdeur. Je prends l'exemple en matière d'impôts. Vous en convenez que c'est lourd quand même. C'est très lourd, on est d'accord. D'ailleurs, c'est la raison d'être aujourd'hui de toute notre politique de modernisation. Je prends l'exemple, il a été évalué que pour faire cette déclaration, il faut 644 heures au Sénégal. Oh. Vous imaginez? Mais aujourd'hui, avec la télédéclaration et le télépaiement, c'est 2 clics. Vous imaginez ce qu'on va gagner. En plus de cela, un des aspects qui est important, c'est par exemple sur le plan foncier, c'est l'accès à la terre. Alors, nous avons mis en œuvre récemment ce qu'on appelle la formalité fusionnée. Nous allons rationaliser tous nos processus. Nous avons fait une réingénierie de ces processus pour en faire des processus efficaces, des processus qui ne coûteraient pas aux contribuables, aux usagers de manière générale, qui seraient attractifs. Et c'est là où je l'ai dit tantôt, que nous allons mettre l'accent et la tendance va être inversée. Si nous avons tous les mêmes taux, si nous avons tous le même régime fiscal, qu'est-ce qui va faire la différence? C'est la manière d'administrer ce régime. Oui, mais justement, si on doit inverser cette fois-ci la question, si nous avons les mêmes taux, alors qu'au Sénégal, on constate que c'est beaucoup plus lourd qu'ailleurs. Finalement, il faut en tirer la conséquence et corriger. Et qu'est-ce qui a fait la différence ailleurs? Comment ça se passe pour ne pas avoir les mêmes résultats? C'est les réformes. Et je pense que là, le gouvernement, le président de la République l'a réaffirmé à travers, en tout cas, le CPI. C'est aujourd'hui, il faut faire en sorte que... Nous avons des experts en la question. Vous avez parfaitement raison, Bayomar. Et je pense qu'aujourd'hui, la volonté politique est bien affichée. Et du point de vue de la traduction de cette volonté au niveau des administrations, je pense à la douane, je pense au trésor, je pense aujourd'hui aux impôts et domaines, je pense à l'urbanisme. Tout est mis en œuvre pour aujourd'hui que le classement du Sénégal soit le meilleur. Et je suis sûr et certain qu'en 2014, avec toutes les mesures que je viens d'énoncer ici, en 2015, en tout cas le classement de 2015, vous verrez que la position du Sénégal va être bien améliorée. Une certaine articulation entre ces différents démembrements, mais voilà.
expliquez-nous de manière schématisée comment cette articulation va se faire. Alors, je prends l'exemple aujourd'hui du permis de construire, pour juste ne pas parler de fiscalité. Alors, il y a une dématérialisation. Je prends l'exemple de la dématérialisation. Ouais. Alors, ça, c'est déjà un aspect. Chez nous, au niveau des impôts et domaines, dématérialisation des procédures. Je prends l'exemple de la formalité fusionnée en matière d'enregistrement. Je vous donne l'exemple, créer une entreprise au Sénégal, aujourd'hui on est arrivé à 48 heures, alors qu'avant il fallait vraiment beaucoup de jours, beaucoup de semaines. Aujourd'hui nous mettons en œuvre tout un ensemble de dispositifs qui permettent aujourd'hui d'alléger en tout cas les coûts, d'alléger les procédures pour qu'aujourd'hui investir devienne quelque chose d'aisé. Donc, tout ce qui permet aujourd'hui de générer des revenus, en termes fiscaux, nous avons allégé les coûts. Par exemple, créer une entreprise, la restructurer, vous ne payez pratiquement absolument rien. Et derrière, dans l'administration, en tout cas, des procédures pour arriver à ce que ça ne soit pas un coût, une inefficience pour, l'entreprise de manière générale, nous mettons en œuvre tout ce qui va permettre de moderniser ces processus et de faire en sorte qu'ils soient les plus efficaces et d'accompagner aujourd'hui l'entreprise, d'accompagner le contribuable, d'accompagner l'usager. Et il y a aujourd'hui un mouvement général des administrations qui voudrait intégrer toutes ces procédures. Je vous ai parlé un peu du contentieux, de la gestion du contentieux. Nous avons mis en place depuis le début de l'année, aujourd'hui, ce qu'on appelle la dématérialisation, l'automatisation complète des processus. Vous avez un contentieux, par exemple, donnez juste un petit exemple, vous déposer une lettre aux impôts, le temps qu'elle arrive à celui qui instruit, c'est 3 jours. Aujourd'hui, c'est 3 clics. Donc vous voyez le gain que ça fait pour l'entreprise. Le gain que ça fait le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est un coût, c'est de l'argent. Et c'est sur ces aspects-là que nous voudrons aujourd'hui mettre l'accent pour rendre le Sénégal attractif, rendre l'environnement fiscal des affaires, on va dire l'environnement des affaires, le plus attractif possible. Et faire en sorte que faire de l'argent au Sénégal, gagner de l'argent au Sénégal devient facile. Parce que nous avons les atouts. Nous avons des atouts aussi. Nous avons des atouts. Beaucoup d'atouts. Alors on parle du ministère du Tourisme, mais en réalité c'est le Trésor qui a le secret pour véritablement permettre à ce secteur d'être attractif et permettre au Sénégal aussi de décoller. Alors vous avez raison. En tout cas, à travers l'instrument fiscal, nous avons fait beaucoup de choses pour le tourisme. À titre d'exemple, le tourisme est peut-être l'un des rares secteurs qui bénéficie du taux réduit. Pour en tout cas rendre attractif le secteur, mais mieux, du point de vue de l'environnement, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'environnement, les affaires, nous avons mis en place tout pour permettre à ce secteur de décoller. Alors, il y a également, en termes de moyens budgétaires, des choses à faire. Donc, nous, notre souci, c'est de mobiliser le maximum de ressources pour permettre à l'État de mettre en œuvre ses politiques. Et pour cela, la DGID, comme je l'ai dit au début de l'émission, pourvoit aux 2 tiers des recettes. Donc ça, c'est important. Et aujourd'hui, cette mission, elle est fondamentale pour nous et nous nous employons à vraiment la réussir et nous pensons que si l'État a les moyens aujourd'hui et dispose des moyens, alors tous les autres secteurs, en tout cas pour lesquels il y a des choses à faire parce qu'il c'est des secteurs qui vont booster l'économie, l'État va, comme sa mission, sa mission, c'est de mettre en place ce cadre. L'État va utiliser ses ressources pour en tout cas mieux mettre en place un cadre qui permet le développement de ces secteurs. Oui, mais booster l'économie à travers l'instrument fiscal, de ce point de vue, n'avez-vous pas des craintes à ce que l'État ne pompe trop sur les caisses, permettant finalement aux travailleurs que vous êtes d'être tout le temps stressés? Alors, et aux contribuables aussi d'avoir beaucoup plus peur. Alors, tout l'enjeu aujourd'hui du débat fiscal, il est là. Bayomar, tout l'enjeu du débat fiscal aujourd'hui, il est là. Comment répartir équitablement la charge fiscale? Aujourd'hui, vous l'avez dit tantôt que le secteur informel ne contribue pas beaucoup. Je crois que vous avez évoqué le nom du professeur Ali Mbaye, qui a fait une excellente étude, que je salue au passage, qui a fait une excellente étude sur la question. Aujourd'hui, toute la politique fiscale vise à répartir équitablement les charges pour que chacun puisse contribuer en fonction de ses capacités, ce qu'on appelle la capacité contributive. Alors, ce système qui, à la base, dans la philosophie et la concertation, l'acceptation volontaire de l'impôt,
va nous permettre aujourd'hui de dépasser, disons, ce paradigme qui est la contrainte, pressuriser les citoyens. Nous ne sommes pas dans cette dynamique-là. Nous sommes plutôt dans une dynamique où, comme je l'ai dit tout de suite, l'impôt, c'est un pacte. Et ce pacte pour lequel tout le monde doit être gagnant. Le citoyen qui doit avoir des services publics à la mesure de ses attentes. Le citoyen qui doit contribuer justement, parce que l'ambition de notre fiscalité, en tout cas du nouveau code, c'est une fiscalité simple, donc compréhensible pour le citoyen, juste, donc répartie équitablement et efficace. Donner à l'État les moyens de pouvoir... Oui, mais donner à l'État les moyens de pouvoir réaliser ses besoins, ses missions. Mais alors, de ce point de vue, est-ce qu'il n'y a pas une pression venant de l'État? Parce que l'État aussi a un souci d'argent qui est pratiquement très, très énorme. Est-ce que vous, à votre niveau, vous êtes en mesure de véritablement résoudre cette difficulté qu'éprouve souvent l'État en termes de demande pressante d'argent? Je prends l'exemple de la crise énergétique. Il fallait tout le temps avoir de l'argent pour faire face aux coupures d'électricité. Est-ce que souvent vous n'êtes pas sous pression, une pression quelquefois qui est devenue intenable de votre côté provenant de l'État du Sénégal en termes de besoins financiers? Alors, c'est une impression. Mais Baye Omar, retenez une chose, c'est que le budget, aujourd'hui, qui est quand même l'instrument qui permet à l'État de réaliser ses missions dans un cadre temporel, une année, le budget est bâti autour des choses pas compliquées. C'est, voilà la croissance, voilà ce que le pays a gagné, et c'est sur cette base que les objectifs sont fixés. Les objectifs de recette sont fixés. Le Sénégal, avec un taux de croissance de X, va produire X de richesse. Et quelle est la part de ressources fiscales que l'État pourrait prélever sur cette richesse? Voilà comment est bâti un budget, comment est bâti, en tout cas, comment s'articule la fiscalité. Donc, cette pression fiscale pour laquelle, comparée en tout cas aux pays modernes qui ont aujourd'hui réussi leur développement, elle est très faible au Sénégal. Très très faible. Comme je l'ai dit, le gros souci qu'on a, c'est que c'est une partie de la population qui paye l'impôt au détriment, en tout cas, l'autre partie ne paye pas. Majorité qui ne paye pas. Donc, ça peut paraître aujourd'hui une sorte de pressurisation, ou en tout cas une pression qu'on exerce sur la partie qui paye. Mais aujourd'hui, si vous regardez bien le nouveau code général des impôts, s'emploie aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, à répartir équitablement cette charge-là. Et comme je l'ai dit, comme le budget étant basé sur la richesse nationale, c'est cette partie que l'État doit capter pour pouvoir financer ses objectifs. La crise énergétique étant également un des objectifs. Je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le bien-être social, c'est l'objectif premier de l'État, et il doit s'employer aujourd'hui à résoudre cette question-là. La collecte de recettes dans un pays en développement, dans un pays pauvre comme les nôtres, est-ce que vous pensez que c'est aisé? Alors, c'est pas aisé, mais je pense que je reviens toujours à ce que j'appelle le pacte citoyen. Qu'est-ce que nous voulons? Quelle société nous voulons, Baye Omar? Nous voulons aujourd'hui avoir de bonnes routes. Nous voulons aujourd'hui avoir un bon système de santé, une bonne éducation, sans coût. Alors, je vais prendre l'exemple des pays nordiques, la Suède, pays développés, où les taux d'imposition peuvent aller jusqu'à 70%. Mais ils ont à côté des infrastructures. En Suède, vous vous soignez à l'hôpital où se soigne le président de la République. Vous avez les mêmes soins. Alors, si nous voulons tout cela, sans coût, c'est un sacrifice. Parce que l'impôt, quand même, est un sacrifice. Oui, mais cela doit s'accompagner de la bonne gouvernance. On est d'accord. Parce que les citoyens qui contribuent en retour, qui ne voient absolument rien, prenez l'exemple du marché, les gens contribuent, mais en réalité, le marché est tellement sale que finalement, ils se posent des questions à leur niveau. Nous contribuons et en retour, nous n'avons pas le résultat. On est de ce pourquoi nous contribuons. Non, on est d'accord sur cet aspect, Baye Omar. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'expression de la citoyenneté, c'est l'impôt également. La visibilité de l'impôt, elle doit être là. Et vous avez le meilleur moyen, c'est votre carte d'électeur. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des maires qui l'ont compris. Il y a des villes où aujourd'hui, moi j'ai assisté à une scène cocasse. J'étais au tribunal il y a quelque temps, mais il y a un maire que tout le monde a applaudi. Parce qu'il y a une visibilité de l'impôt. Elle est fondamentale pour même faire accepter le paiement de l'impôt aux contribuables, aux usagers. Elle est fondamentale, cette question. On est d'accord, on est totalement d'accord. Alors, notre mission, nous, c'est de donner à l'État des moyens.
C'est ça la mission de la DGID. Alors, le reste, c'est entre l'État et ses citoyens. Permettez-moi de... ne pas d'entrer aussi surtout un citoyen qui est en face de vous et qui vous demande, mais monsieur Badiane, je veux bien payer mon impôt, mais finalement, comment pouvez-vous lui expliquer le mécanisme par lequel il doit passer pour s'acquitter de son impôt? Alors, c'est la raison aujourd'hui de tous les plans de modernisation que nous avons mis en place. Et je vais vous révéler une chose, Bayomar, pour vous dire un peu l'importance aujourd'hui, disons, de la notion qu'on met en œuvre chez nous, c'est de placer l'usager au centre de nos préoccupations. Une administration fiscale, son objectif principal, c'est d'être pourvoyeuse de recettes. Nous avons inversé la tendance. On a mis à travers notre plan de développement stratégique et le contrat de performance qu'on avait signé avec le ministre de l'économie et des finances, objectif premier, la satisfaction des besoins de l'usager. Parce qu'on est convaincu qu'un usager satisfait est un contribuable qui va contribuer correctement à ses charges fiscales. Alors, tout notre système d'organisation aujourd'hui est orienté autour de l'usager. Nous avons aujourd'hui mis en place des accueils fonctionnels. Si vous promenez au bloc fiscal, par exemple, pour nous dire que nous avons aujourd'hui un accueil, mais qui n'a rien à envier avec, disons, les meilleures entreprises, en tout cas les banques ou les espaces publics, les entreprises privées. Nous allons mettre en œuvre une bonne politique de communication qui va permettre aux contribuables aujourd'hui de comprendre sa charge fiscale, de mieux l'accomplir avec notamment la modernisation des modes de déclaration. Nous allons également aujourd'hui accompagner le contribuable. Aujourd'hui, c'est cette notion, cette philosophie d'accompagnement du contribuable qui est en train d'être mise en œuvre. À travers une direction que nous avons créée, c'est récemment, direction chargée de service aux contribuables. Vous imaginez aujourd'hui, je veux dire, la tendance qui a été renversée, où l'impôt était considéré comme une contrainte, où on restait dans nos bureaux, on attendait le contribuable. La nouvelle démarche, c'est d'aller vers le contribuable, de l'accueillir, de l'informer et de l'accompagner dans ses obligations pour aujourd'hui mieux mobiliser les ressources fiscales. Donc la démarche a complètement changé et c'est ce message-là, je pense, qui est important à mon avis à délivrer, c'est que cette relation de contrainte ou d'autorité qui existait entre le citoyen, en tout cas et l'administration fiscale, on l'a inversé. C'est plutôt une relation de confiance où on amène plutôt le contribuable à mieux comprendre les enjeux liés aujourd'hui à sa contribution, donc à son acte, de son devoir civique de payer l'impôt, pour demain être plus exigeant vis-à-vis de la collectivité. Voilà vraiment aujourd'hui les enjeux autour desquels l'administration essaye de développer son action. Et à terme, au lieu de perdre, vous avez beaucoup à gagner. On a beaucoup à gagner. Notamment, cette baisse de recettes doit être traduite par véritablement un gain, mais qui provient de la société. Mais cela passe par une bonne réglementation, mais une appropriation par le citoyen de l'outil que vous êtes en train de construire. Est-ce que vous vous êtes donné un deadline? Alors, nous avons élaboré un grand plan de communication. Je crois que cette année, nous sommes convaincus que les objectifs qui nous ont été assignés, nous allons les atteindre. Parce que tous les ajustements seront faits pour mieux appliquer la norme. Comme je l'ai dit, une norme qui est à la limite coproduite entre nous et les acteurs, entre nous et les acteurs économiques. Et en principe, rien ne s'opposera à ce que les contribuables s'acquittent normalement de leurs obligations. Et nous pensons que avec la communication, avec la sensibilisation, avec l'éducation, que nous allons atteindre nos objectifs. Atteindre vos objectifs. Quand vous voyez les infrastructures qui sont construites, vous parcourez Dakar, est-ce que justement la construction de ces infrastructures émane des recettes que vous-même vous avez collectées? Ah oui, forcément, il n'y a pas de secret. Et le développement, il passe par la contribution à ce développement par les citoyens. Et même si l'État s'endette, oui. c'est les impôts c'est à travers les impôts, en tout cas les impôts et taxes collectées au niveau aussi bien de la douane que des impôts et domaines que l'État va payer. Donc ça, il ne faut pas qu'on ignore cet aspect. Et tout ce qu'on a comme infrastructure provient de l'effort interne, soit immédiatement par le budget, tout de suite, une dotation budgétaire, soit par l'emprunt
mais qui va être payé à travers également la mobilisation des ressources fiscales. Est-ce que c'est rationnel quand vous voyez, par exemple, toutes ces infrastructures routières financées par notre propre économie, le rythme a été bon par rapport aux possibilités que nous avons? L'économie, c'est pas compliqué, c'est investir, mettre en place les conditions pour la croissance et avoir demain des revenus, la richesse, créer la richesse. Or, vous ne pouvez pas ne pas investir et avoir de la richesse, c'est pas possible. Donc les infrastructures sont indispensables pour un État qui veut créer les conditions de la richesse. Pour cela, même si les conditions aujourd'hui ne sont pas remplies pour mobiliser toutes les ressources, l'État va aller chercher ces ressources dans le marché, soit avec l'aide publique, soit dans le marché international avec notamment des emprunts. Donc, je pense qu'aujourd'hui, cette question, elle est fondamentale des infrastructures. On ne peut pas y déroger. Donc, si on veut la croissance, si on veut la richesse, on est obligé de passer par les infrastructures. Or, la mission aujourd'hui, notamment de la DGID, de nos administrations, c'est de mobiliser le maximum de ressources pour permettre à l'État d'arriver à la solution à cette question, qui est de mettre en place ce cadre favorable, notamment à la création de la richesse. Pour demain, comme j'ai dit, on investit 1 franc, mais c'est pour demain avoir le maximum de ressources possibles. Le développement par nous-mêmes, pour nous-mêmes? Forcément. Ça, il n'y a pas aucun pays ne s'est développé grâce aux autres. On se développe par nous-mêmes. Par nous-mêmes. Je pense que c'est là tout le sens de ce que j'ai appelé le pacte citoyen. Le pacte citoyen, c'est quoi? C'est aujourd'hui avoir conscience de nos responsabilités en tant que citoyens, participer à la juste mesure de nos moyens à cet acte, participer à notre développement, participer à l'amélioration de notre cadre de vie, faire en sorte que l'État puisse avoir les moyens pour améliorer notre cadre de vie, pour assurer notre bien-être social. Assurer notre bien-être social. Réponse précise dans un langage simple, rendant accessible un domaine apparemment compliqué. Monsieur Badiane, merci. Ça n'est tout pour Objection de ce jour. Encore une fois, merci pour votre disponibilité et tous nos remerciements à votre service de com. Merci Bayomar, et j'en profite pour vous adresser d'ailleurs mes vœux les meilleurs pour 2014, des vœux de paix, de santé, de réussite pour votre famille et de bonheur, et des vœux que j'adresse également à tous les usagers de la DGID et tous les contribuables du Sénégal. Je vous remercie de d'avoir accordé à la DGID cette excellente tribune qui est Objection. Merci. Il s'appelle Amadou Abdoulaye Badiane, il est le directeur de la législation, des études et du contentieux à la DGID, entendez, la Direction Générale des Impôts et Domaines. Merci à Ouachao qui a assuré la mise en onde de cette émission en compagnie de Sosé. Excellente suite de programme sur la 98.5.